Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour un nouvel épisode long format, sauf que ce coup-ci, on ne va pas s'intéresser à la filmographie d'un cinéaste, mais à celle d'un studio. Et pas n'importe quel studio, un studio cher à notre cœur à tous, puisqu'il s'agit de Pixar. Comme on l'avait fait il y a quelques mois en profitant de l'arrivée sur Netflix de tout le catalogue Ghibli pour parler de quelques films du célèbre studio japonais, on vous renvoie d'ailleurs à cet épisode. Aujourd'hui, on prépare le terrain avant l'arrivée le 25 décembre du film Soul sur Disney+, et on revient donc sur 8 films du studio à la lampe. L'occasion de se replonger dans nos souvenirs d'enfance, d'explorer les débuts de l'animation 3D et son évolution jusqu'à aujourd'hui. En bref, un vaste programme pour lequel on ne sera pas trop de 4, et ça tombe bien, puisque je suis entouré de mes compères habituels. Tout d'abord, celui qui aime se faire une bonne ratatouille dans un resto parisien avant de s'en aller fêter les morts au Mexique, Alexandre Caporal. Salut Alex. Absolument, j'aime Paris autant que le Mexique. Eh bien, écoute, Salut Titi. on te réjouit de t'entendre sur ces deux pays. Ensuite, celui qui pose enfin ses jouets pour s'envoler en ballon et démarrer une nouvelle aventure, Florian Pouplin. Salut Vers Florian. l'infini au-delà. Salut à tous. T'as l'air chaud, c'est bien. On se réjouit aussi de t'entendre là-dessus. Et enfin, pour cet épisode spécial, le Saloon accueille un nouvel invité, celui qui entend bien donner un coup de pied dans la fourmilière avant de décoller pour l'espace, Nathanaël Stury. Salut. Bonsoir à tous. Bravo et bienvenue dans le Saloon. Merci, c'est un plaisir de t'accueire. Il a eu le droit à la meilleure introduction quand même. Mais alors, je crois que jamais aucun invité n'a eu un accueil pareil. Ça va être ma nouvelle bio sur Instagram. Écoute, je suis ravi que ce soit repris comme ça et on est ravi de t'avoir parce que je crois que tu es un grand fan de Pixar. J'aime beaucoup. On se réjouit d'en discuter avec toi. Ensemble, on va donc revenir sur 8 films de Pixar. Et oui, seulement 8 sur les 22 longs métrages produits par le studio depuis sa création. Et croyez-nous, nous aussi, ça nous brise le cœur de ne pas pouvoir tous les traiter. Mais comme avec 8 films, on a en général tendance à faire 3 heures, voire plus, ça nous semblait déjà suffisant. On a donc tâché de sélectionner les Pixar les plus emblématiques, mais aussi quelques-uns auxquels on pense un peu moins et qui méritent tout autant le coup d'œil d'après nous. Et on va donc parler dans l'ordre de Mille et une pattes, Les Indestructibles, Ratatouille, Wall-E, Lao, Toy Story 3, Vice Versa et enfin Coco. Rassurez-vous, on va quand même tâcher d'évoquer Monstres et compagnie, Nemo et les autres au passage. Alors, si vous êtes prêts, on attache sa ceinture et, comme tu le disais Florian, on s'envole vers l'infini et au-delà. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les bases, à savoir c'est qui ou c'est quoi Pixar. Et ce coup-ci, puisque je suis de nouveau à la barre, c'est encore toi qui prends le relais, Alex, et qui va nous poser le contexte. Alors, encore cette tâche difficile de te remplacer. Oui, mais tu t'en étais très bien sorti la fois passée, alors je te fais confiance pour ce coup-ci. Eh ben écoute, on va voir ce que ça donne. Du coup, donc, le studio Pixar, il faut remonter à 1979 pour sa création officielle, mais ça ne s'appelait pas Pixar à l'époque, mais Graphics Group. Et en fait, c'était un service informatique de l'entreprise Lucasfilm, donc George Lucas, Star Wars, tout ça. Je vous passe la création du studio Lucasfilm. Et donc, en fait, c'était la division informatique, comme je l'ai dit, pour créer en fait des effets spéciaux numériques. Donc, cette entreprise de George Lucas avait créé cette division-là avec un petit groupe de personnes et avec à sa tête, donc nommé en 79 lors de la création officielle en fait de cette branche-là, parce que ça faisait quelques années qu'il y avait une branche déjà dans Lucasfilm, mais c'est vraiment en 79 qu'on officialise en fait cette division-là et qu'on nomme à sa tête un certain Ed Catmull ou Catmull, je ne sais pas comment ça se prononce, mais qui est un brillant informaticien en fait, responsable du laboratoire graphique du New York Institute of Technology et qui lui rêvait en fait depuis les années 60 de faire un animé entièrement numérique. C'est simple, Ed Catmull il a 2 idoles, c'est Walt Disney et Albert Einstein. Donc des références qui voilà. se posent là quand même. Donc en fait, la base de Pixar, c'est-à-dire avec ce Graphics Group et Ed Catmull, en fait, on va allier la technologie à l'émotion finalement, la science à l'émotion. Et donc au tout début, ce Graphics Group, c'est une équipe de 45 employés qui travaillent en fait principalement sur des séquences d'animation graphique, sur des films notamment comme Tron, Star Trek 2 ou bien Le Secret de la Pyramide, qui est d'ailleurs le premier film à intégrer un personnage numérique sur des prises de vue réelles. Donc les aventures du jeune Sherlock Holmes avec la fameuse séquence du chevalier.
Absolument. Et donc, du coup, ça marque en fait les débuts de Pixar, qui s'appelait pas comme ça à l'époque. Et on vante en fait cette technique-là, justement, qui, en gros, le but de ce Graphics Group est de travailler sur ces techniques numériques. C'est tout simplement en fait de remplacer le fond bleu ou le fond vert par une incrustation numérique directement sur la pellicule et du coup faire aussi du montage en numérique, parce que Ed Catmull à l'époque justement et les employés du Graphics Group croient énormément en cette technique du montage en numérique, ce qui leur valait à l'époque énormément de critiques, parce qu'il y avait ce côté, enfin cette ambition justement qui dépassait un peu certains. Comme souvent quand on propose quelque chose de nouveau dans le cinéma, il y a toujours des esprits un peu réfractaires. Exactement. Et du coup, donc, il commence, comme je l'ai dit, avec pas n'importe quel film, quand même des gros blockbusters à travailler dessus, avant justement que cette division informatique de Lucasfilm soit rachetée par le cofondateur d'Apple, Steve Jobs en personne, en 1986. Un rachat qui à la fois appartient à l'amour qu'a Steve Jobs pour les technologies numériques, on peut bien le comprendre, notamment à l'époque. Cet attrait, justement, de nouvelles technologies ambitieuses qui vont permettre de faire avancer, on le comprend aussi, ses produits avec Apple à l'époque. Et tout ça, en fait, il y a aussi, je mentionne la relation entre Steve Jobs et Ed Catmull, qui est très importante aussi, et qui va amener à ce rachat, parce que Steve Jobs voue un culte, en fait, à Ed Catmull à l'époque. Non pas qu'ils sont très copains, mais en tout cas, ils ont des relations professionnelles tous les deux, ce qui va mener Steve Jobs à essayer de tâter le terrain. Au début, George Lucas est très réfractaire en fait à vendre justement sa division numérique, sauf que Lucasfilm, à cette période-là, donc au milieu des années 80, se retrouve avec des problèmes financiers énormes, notamment le divorce de George Lucas, etc. On en a beaucoup parlé, des médias l'ont fait bien mieux que moi. Oui, il y a un certain film aussi qui leur cause des soucis financiers assez conséquents. Oui, c'est lequel déjà ? Howard the Duck, qui est un énorme flop. Oui, c'est juste, c'est ça. Donc en fait, ils ont fait un énorme flop avec ça, et puis je crois qu'ils ont enchaîné les films assez tièdes, on va dire, en tout cas dans leur réception publique. Donc du coup, Steve Jobs va décider de racheter en fait ce Graphics Group et va lui donner, donc c'est en 1986 toujours, le nom de Pixar. Donc Pixar, pourquoi ? Parce que c'est emprunt au nom de Pixel, tout simplement. Et initialement, donc Pixar, quand Steve Jobs la rachète, ce n'est pas pour en faire un studio de cinéma, en tout cas pas tout de suite, mais c'est pour en faire une entreprise de matériel informatique haut de gamme dont le produit principal était le Pixar Image Computer, donc un système essentiellement vendu à des organismes gouvernementaux et au secteur médical au tout début en tout cas, et donc on le comprend avec cette nouvelle technologie numérique d'impression en fait d'effets spéciaux numériques sur de la pellicule et des prises de vue réelles. Et ensuite leur client numéro 1, c'est Walt Disney Studios, qui commence à employer Pixar déjà à l'époque, donc à la fin des années 80. Et puis arrive dans l'équipe, je citais les 45 employés qui travaillent avec Ed Catmull. À l'époque arrive un certain John Lasseter, qui était un employé de Disney à l'époque, qui a été viré de Disney parce que jugé avoir des idées trop farfelues. Notamment, il voulait faire des films sur des objets ménagers à la recherche de leurs propriétaires. Donc voilà, quelle idée. Vraiment, ça ne peut rien donner derrière. Rien du tout. Les jouets... Que pouic. Donc voilà, et puis il atterrit finalement chez Pixar, et Ed Catmull, comme les autres, voit en John Lasseter la possibilité justement d'un homme créatif. Donc c'est ce gars-là avec ses chemises hawaïennes, qui arrive dans le studio, qui a une grande gueule, etc., et qui se fait remarquer très tôt, et notamment pour sa faculté à raconter des histoires. Et c'est ça qu'on va vanter en fait chez John Lasseter. Et John Lasseter, il crée un court-métrage, le tout premier court-métrage Pixar, qui s'appelle Luxor Junior, donc en 1986 aussi, l'année de rachat par Steve Jobs, avec cette fameuse lampe de bureau et un certain ballon jaune et rouge qui seront donc les emblèmes de Pixar. Sauf qu'à l'époque, on ne fait pas un court-métrage en fait juste pour le plaisir et puis pour faire un film de divertissement, mais en fait c'est une publicité que John Lasseter fait pour vendre justement les mérites en fait de ce fameux Pixar Image Computer. Et donc du coup Pixar, avant d'être un studio de cinéma, produit des publicités
en animation de synthèse. Ils vont être employés par énormément de sociétés différentes. Puis, à un moment donné, avec les courts-métrages qui commencent à développer donc, dans ce but de faire des pubs, eh bien, ils obtiennent notamment l'Oscar du meilleur court-métrage avec Tiny Toy, où on voit des jouets terrorisés par un bébé. Des jouets déjà. Tiens donc. Ouais, et c'est vrai que c'est important de souligner la place des courts-métrages chez Pixar, parce que c'est quelque chose qui restera important tout au long de l'évolution du studio. C'est qu'on verra plus tard, chaque film Pixar sera précédé au cinéma d'un court-métrage. Et là aussi, ce sera pour eux l'occasion d'expérimenter des nouvelles techniques, et aussi pour de nouveaux cinéastes de se faire un peu la main sur la mise en scène. Et donc voilà, il y a vraiment cette idée aussi justement d'expérimenter avec la technologie, mais comme tu le dis, pour raconter des histoires. C'est ça, c'est le cœur du studio. Exactement. Mais malheureusement, ce court-métrage, même si justement il leur permet de gagner en fait leur premier Oscar, donc d'avoir une sorte de crédibilité en fait, et puis une lumière en fait sur ce studio par le biais justement de l'industrie du cinéma. Mais en fait, Pixar, la société donc, est en perte d'argent et en perte de vitesse parce que les produits finissent par ne pas se vendre. Steve Jobs commence à avoir sacrément les boules et se demande s'il faudrait pas vendre cette société. Sauf que Steve Jobs, en fait, il y est énormément attaché d'un point de vue créatif, justement, parce qu'il commence à croire, en fait, à la faculté de Pixar à créer des choses et à raconter, comme tu le dis, Thibaut, des histoires. Ça amène à 1990 à ce déménagement, en fait, près de San Francisco, à Richmond, avant d'aller quelques années plus tard à Emeryville et à créer, en fait, ce fameux Pixar Campus, alors que la majorité des studios d'animation sont à Los Angeles à ce moment-là. Donc, en fait, le but d'aller vers San Francisco, c'est de créer ce microcosme en fait de réflexion et donc là de devenir peu à peu un studio créatif et un studio de cinéma. Et puis, eh bien, vous avez sûrement vu sur Internet le Pixar Campus a sa particularité, d'avoir des bureaux agencés de telle sorte qu'il n'y ait pas d'hiérarchie, que les techniciens rencontrent les animateurs, les dessinateurs, les réalisateurs, etc. Donc à ce moment-là, de commencer réellement à faire du cinéma. Pourquoi ? Parce qu'en 1991, Pixar signe un contrat de 26 millions de dollars avec Disney pour produire 3 longs métrages d'animation. Donc ça y est, c'est établi, Pixar va faire du cinéma. Après, Disney le rachètera Pixar en 2006, mais on aura l'occasion. On va développer tout ça, évidemment. Exactement. Mais donc, à cette époque-là, c'est un contrat sur 3 films. À ce moment-là, Pixar est dans la merde. Disney, lui, il est en excellente forme parce qu'il a sorti au début des années 90 La Belle et la Bête, Aladdin, La Petite Sirène. Steve Jobs a beau ne pas accepter au début parce que justement, il est trop attaché, il a peur que Disney pervertisse son petit bébé Pixar. Mais au final, vu les problèmes que rencontre la société, il va accepter. Donc un deal avec 3 longs métrages, dont le premier sera ce fameux Toy Story. Nous y voilà. Voilà, pierre angulaire donc du studio Pixar et du cinéma d'animation numérique, puisque je le rappelle quand même, c'est le premier long métrage entièrement fait en images de synthèse, réalisé donc par John Lasseter en 1995, où John Lasseter s'inspire des jouets de son enfance. Et puis, comme on l'a dit, avec le court-métrage Tiny Toy, on pouvait imaginer que les jouets tenaient une place importante dans l'imaginaire de Lasseter. Toy Story, ça mettra quand même 4 ans de préparation avec 100 employés. Donc, du coup, on sera passé à la fin des années 80 avec 45 employés, là au double, à 100 employés. Et Toy Story sera un succès monstrueux, autant critique que justement commercial. Et puis, ça permettra au studio réellement de se développer et passer Toy Story pour faire les autres films commandés par Disney. Eh bien, l'entreprise passera à 200 employés. Et là, la machine est lancée sur le Pixar Campus. Et puis, c'est parti pour une très très belle histoire. Et puis, je terminerai juste en citant John Lasseter pour résumer un peu l'âme du studio qu'il lui aura donné, parce que John Lasseter, à cette époque-là, après Toy Story, sera nommé directeur artistique. Il me semble d'ailleurs qu'il est nommé directeur artistique un peu avant Toy Story. Juste avant Toy Story. Et il le restera pendant très longtemps avant de connaître des déboires après l'affaire MeToo, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Exactement. Mais John Lasseter qui résume en fait l'âme de Pixar par cette phrase que j'aime bien où il dit à ses employés: la technologie c'est une chose, le progrès technologique c'est une chose, mais l'histoire et l'émotion doivent être reines chez Pixar. Donc comme quoi, malgré toutes ces avancées technologiques, on va quand même privilégier le fait de faire des films qui racontent de belles histoires pour les enfants et les adultes. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette émission.
Bah voilà, très belle base, parfaitement plantée. Merci Alex. Plus long pour que ce- les tiennes, hein, quand même. Je tiens à dire, Ah j'ai oui, du non, mal à mais là, condenser autant que toi. c'était un sacré gros morceau, donc C'est vrai. joli travail, Merci. bien condensé. Mais effectivement, je pense qu'on a déjà un bon aperçu de ce que c'est Pixar à la base. Et un point sur lequel tu es revenu et qui me semble intéressant, c'est aussi cet aspect familial un petit peu, enfin cette atmosphère de Pixar qui effectivement va aller se mettre à l'écart du gros Hollywood. Et effectivement, ce fonctionnement qui se veut dans l'idée, c'est un peu plus compliqué que ça, je pense qu'on aura aussi l'occasion d'y revenir, mais qui se veut non hiérarchique, et cet aspect collégial aussi, parce qu'il y a John Lasseter, mais il y a aussi plusieurs autres noms sur lesquels on pourra revenir, et qui sont aussi d'anciens de Disney, ou voilà, des gens qui se connaissent depuis longtemps et qui vont un petit peu fonder le noyau dur de Pixar. Et voilà, c'est ce qui fait à la base déjà la caractéristique du studio. Pour enchaîner, je pense qu'on va, comme d'habitude, faire un petit tour de table pour que chacun raconte un petit peu son premier contact avec Pixar et le rapport qu'il entretient avec le studio. Pour commencer, je sais pas, Florian, si tu veux nous raconter ta première fois avec Pixar. Alors, la première fois avec Pixar, je devais avoir 8 ou 9 ans. Ça n'était pas un film, c'était l'affiche de Toy Story qui était sur un des murs du centre aéré où j'allais quand j'étais petit et que ma mère allait m'amener avant d'aller travailler. Et je me rappelle très très bien de cette tapisserie en fait de la chambre de Andy qui fait le fond de l'affiche, Ouais. avec un ciel bleu et des nuages un peu répétitifs. Et c'était ce genre de film, encore une fois, dont on entend parler, mais qu'évidemment à cet âge-là, j'allais pas trop au cinéma, mais qu'on avait toujours voulu voir, un peu comme Jurassic Park ou des choses comme ça qui étaient sorties un an avant. Et donc voilà, le premier contact que j'ai eu avec Pixar, sans évidemment savoir, parce qu'à 8 ans, j'avais aucune idée de qui était qui, de quoi était quoi. Et voilà, c'est que plus tard, évidemment, que j'aurais rattrapé Toy Story. Je ne me rappelle absolument plus de quelle façon. Mais Pixar est très vite devenu quelque chose que j'ai suivi, surtout après les années 2000, surtout avec le succès colossal qu'a été Nemo, où là, tout le monde en parlait vraiment. Puis j'étais en âge, C'était hallucinant à l'époque. J'avais déjà un peu de cinéphilie. Oui, tout le monde en parlait. C'était vraiment... Et ils avaient atteint un niveau assez impressionnant avec ce film. Et à partir de là, j'ai compris que Pixar était quelque chose de très important. Au-delà des films de Disney que j'avais pu voir dans les années 90, Aladdin, Le Roi Lion, tout ça, j'ai compris à partir de Nemo que Pixar faisait autre chose, quelque chose de plus touchant et qui voulait aller plus loin, en tout cas, que ce que Disney nous avait proposé jusqu'alors. Et puis, depuis 2010, depuis Toy Story 3, là, j'ai vraiment compris qu'ils étaient au-dessus du panier, quoi. Voilà, mon rapport à Pixar. Nathanaël, ton premier contact. Alors, mon premier contact avec Pixar, ça a été la VHS de Toy Story. Donc, j'ai... Mec, same here, mec. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, a priori. Mais Alex, tu vas me tuer parce qu'à l'époque, je n'avais pas apprécié le film. Scandale. Voilà, je pense que j'étais... Shame. Je pense que j'étais un peu jeune et que j'étais un peu hermétique à ce type d'animation qui était quand même assez révolutionnaire pour l'époque. Et j'étais vraiment attaché à un type d'animation beaucoup plus traditionnel, puisque ma première projection cinéma, ça a été La Petite Sirène. Quand j'avais 4 ans, je me rappelle que j'avais hurlé dans la salle de cinéma, tellement j'étais impressionné que ma mère avait dû me sortir de la salle. Ensuite, j'étais voir Le Roi Lion, Le qui était sale gosse. Exact. Mais j'avais peur, j'avais vraiment peur. Et par la suite, j'ai vu Le Roi Lion, qui est le premier film que j'ai vu plusieurs fois au cinéma, tellement ça m'avait impressionné. Et c'est vrai que quand je suis arrivé devant Toy Story, devant ma télé, j'étais un peu bof, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces personnages Voilà, en 3 qu'est-ce que c'est que dimensions ça, quoi. Qu'est-ce que c'est cette 3D, ouais. Qu'est-ce que c'est moche. Mais c'est finalement, j'en parlerai après, mais c'est vraiment Mille et une pattes qui m'a vraiment fait découvrir à quel point Pixar proposait quelque chose de plus profond et quelque chose d'extrêmement novateur finalement qui allait m'accompagner pendant de nombreuses années dans ma vie, jusqu'à ce que je m'en désintéresse un petit peu plus ces dernières années. Mais voilà, c'est une autre histoire. Voilà. Et Mille et une pattes a d'ailleurs été le premier Pixar que j'ai vu au cinéma. Voilà. Ah ouais. Alex, non, donc mais... revenons à toi, donc Toy Story, La VHS, pareil. En fait, évidemment. moi, je me souviens que justement, contrairement à toi, ce côté numérique et 3D, mais ça s'était passé comme une lettre à la poste. Ça m'avait pas du tout marqué, en fait. J'étais fasciné par justement cette histoire de jouets. Et du coup, je me souviens avoir saigné la cassette chez mes grands-parents d'ailleurs. Et ensuite, très rapidement, il y a eu Mille et une pattes. Et Mille et une pattes, là, je me souviens avoir eu un DVD chez mes parents et puis je le passais en boucle avec ma sœur. C'était vraiment un film très important. Puis ensuite, il y a eu Nemo, etc. Et en fait, ce qu'a représenté Pixar très tôt, contrairement à Disney, enfin, je veux dire,
par rapport à Disney, pas contrairement, parce que Disney a occupé une place énorme aussi au niveau des dessins animés, mais la différence avec Pixar, c'est que mes parents prenaient un pied pas possible à regarder les films avec moi. Et du coup, on revient à ce que je disais sur le fait que Pixar arrive à faire des films autant pour les enfants que pour les adultes. On peut laisser ça aussi à Disney sur certains films. Hein. Moi, personnellement, je prends aussi du plaisir aujourd'hui à voir certains Disney ou à revoir certains Disney avec mon œil adulte. Mais Pixar, je me souviens à l'époque, mes parents étaient enchantés quand on disait maman, dimanche il pleut, on re-regarde Mille et une pattes. Et mes parents disaient mais c'est clair qu'on re-regarde Mille et une pattes. Et donc voilà, moi j'ai vraiment entretenu cette relation-là et qui m'a jamais quitté parce que j'ai toujours suivi le studio au fur et à mesure des années. Et puis même ces dernières années, je trouve qu'avec des réalisateurs comme Pete Docter ou Leon Critch ou Andrew Stanton, que j'ai oublié de citer d'ailleurs, pardon, puisqu'ils sont arrivés dans mon introduction, j'ai oublié de les citer, mais on va en parler. J'ai vraiment suivi le studio, quoi. Encore aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt. C'est intéressant à souligner, c'est que c'est effectivement des films qui peuvent nous accompagner à plusieurs étapes de la vie, parce qu'effectivement c'est des films qui s'adressent en priorité aux enfants, mais moi j'aime bien le résumer comme ça, c'est que c'est des films qui parlent aux enfants comme à des futurs adultes. Et du coup effectivement on peut découvrir ça à 5-6 ans et ensuite apprécier aussi tout autant à 20-30 ans et voire plus. C'est ça la grande qualité de Pixar. Et même des films qui parlent aux adultes comme des anciens enfants, je trouve. Ouais, surtout, au point où on en est nous là, avec les âges qu'on a. Et c'est ça que je trouve super impressionnant maintenant en les redécouvrant pour cette émission. C'est à quel point ils sont toujours pertinents. Ouais, en fait. Je pense qu'on aura contrairement au Disney. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler notamment sur Toy Story 3, où effectivement c'est la perte de l'enfance, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose qui nous parle à tous. Moi je vais pas être très original, c'est aussi par la VHS que j'ai découvert ça. J'avais en cassette Toy Story et Mille et une pattes que j'ai aussi vu un milliard de fois. Et les VHS ne marchent plus. Les VHS ne marchent plus. Heureusement, je suis passé au DVD depuis, au Blu-ray, donc voilà, ça va, je peux continuer à les voir. Mais du coup, voilà, je les revois régulièrement avec le même plaisir aussi. Et donc, pour enchaîner, comme tu l'as dit, Alex, on démarre tout en 95 avec Toy Story, qui marque donc à la fois l'histoire de l'animation et du cinéma et de l'humanité, soyons fous, et qui fait péter les scores, puisque pour un budget de 65 millions, il en rapportera quand même 361 millions. Ah oui, nom de Dieu. Donc voilà, joli succès. Et Pixar peut donc enchaîner sans problème avec un second film, mais avec quand même une certaine pression au vu du succès justement de Toy Story, d'autant que le studio va pas se reposer sur ses acquis. Il va expérimenter encore de nouvelles choses avec un univers et des personnages différents, puisqu'on quitte le monde des jouets pour explorer celui des fourmis. Et ce second film de Pixar, c'est celui dont on vient de parler, c'est Mille et une pattes, sorti en 1998.